Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Salut Laurence. Salut Christophe. Laurence, vous nous parlez aujourd'hui depuis Washington, où vous êtes en mission de terrain, vous rencontrez différentes personnalités dans le cadre de vos recherches pour l'IFRI, et c'est l'occasion pour nous de vous interroger sur les dernières évolutions de la politique étrangère américaine. Que fait l'administration Biden sur les dossiers brûlants que sont le Moyen-Orient, l'Ukraine et Taïwan? Quel est l'état de l'opinion publique sur ces différents sujets? On va en parler aujourd'hui, mais commençons par Gaza qui alimente l'actualité dans le monde entier. Où en est-on des protestations sur les campus actuellement? On est en pleine période des cérémonies de remise des diplômes. Certaines ont été perturbées, on l'a vu ces dernières semaines, mais le calme est déjà quasiment revenu puisque l'année universitaire s'est terminée et les étudiants sont globalement tous rentrés chez eux. Cependant, il reste quelques traces des manifestations des mois passés. En me promenant autour de George Washington University, sur les trottoirs, j'ai vu des tags Free Gaza, Free Palestine et même, je dois le dire, un Fuck Israël. Tous les tags n'ont pas été encore retirés. Alors, la situation, donc un calme après la tempête, reste à voir ce qui se passera à la rentrée aux États-Unis en fonction de la situation sur place à Gaza, bien entendu, avec deux questions qui seront particulièrement délicates pour les démocrates dans le cadre de la campagne présidentielle. D'abord, les étudiants protestataires iront-ils jusqu'à s'abstenir dans ces élections ou est-ce qu'ils se résoudront à voter pour Biden? Là-dessus, les informations sont contradictoires. La deuxième question? La deuxième question, ces étudiants protestataires, les mêmes, sont-ils représentatifs d'un courant important au sein de l'électorat démocrate ou restent-ils très minoritaires, voire anecdotiques dans le tissu de l'élection? Et là, c'est ce que semblent indiquer quelques enquêtes d'opinion. Et dans ce contexte, on peut se demander ce que va faire l'administration Biden vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens, surtout après les images terribles de Rafah qui ont fait le tour du monde ces derniers jours. Oui, la perception générale ici, c'est que l'administration, malgré les propos qu'elle peut tenir, reste très en soutien d'Israël. Le dernier exemple, vous venez d'en parler, ce sont ces frappes à Rafah, dimanche 26 mai. Biden avait déclaré au début du mois, c'était le 8 mai, qu'il cesserait d'envoyer des armes si les Israéliens allaient trop loin. Or, au lendemain de ces frappes à Rafah, l'administration explique qu'elle ne dépasse pas cette fameuse ligne rouge. On voit donc une administration qui reste très en soutien d'Israël et le silence des étudiants cet été va très certainement renforcer cette attitude. Et du côté des Républicains, quel est l'impact de ce conflit à droite ? On ne sait jamais trop ce que Trump pense. Il entretient des relations en réalité assez complexes avec Netanyahou. Il a conseillé aux Israéliens, c'était il y a quelques semaines, de partir le plus vite possible de Gaza. Trump est plutôt isolationniste et donc il se méfie d'un spectre de guerre sans fin sur le territoire, même si finalement la guerre dure depuis des années. Mais compte tenu de l'attitude de l'administration Biden dont on vient de parler, Trump et son camp sont obligés d'en dire plus. Par exemple, Trump a dit très récemment qu'il déporterait les étudiants américains contestataires pour les punir. Alors, on ne sait pas trop bien où il déporterait des citoyens américains, mais enfin, c'est une de ses déclarations comme il en fait très souvent. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs à aller aussi loin dans ses propos ou dans ses actes. Oui, il y a quelque chose qui est très significatif des élus républicains et de leur jusqu'au-boutisme sur la question israélienne. Nikki Haley, cette femme politique républicaine qui a été candidate contre Trump dans les primaires républicaines avant de jeter l'éponge, était en Israël ce week-end, les 26 et 27 mai. Et elle a signé une bombe avec marqué «Finish them», une bombe israélienne destinée à être lancée sur Gaza. On se demande qui est le them dans ce «Finish them», HVL. Est-ce qu'elle parle du Hamas ou est-ce qu'elle parle des Palestiniens dans leur ensemble? Il y a un flou qui est quand même extrêmement préoccupant. Avec ce soutien donc très fort à Israël, Nikki Haley se positionne clairement pour le poste de VP aux côtés de Trump ou peut-être de secrétaire d'État ou de secrétaire à la Défense. Elle a déclaré ces derniers jours que finalement elle voterait Trump en novembre et donc elle pose ses cartes sur la table. Alors malgré ce qu'on a vu, ces images terribles de Rafah, les États-Unis restent dans un soutien bipartisan à Israël. Oui, alors c'est pas unanime, on le voit avec les étudiants. Il y a même eu également ces derniers mois un certain nombre de démissions au département d'État
pour protester contre l'attitude trop en soutien d'Israël de l'administration. Et puis, sur le long terme, il y a quand même une observation à faire. Les étudiants qui ont protesté ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les grandes universités du pays, eh bien, ce sont les élites américaines de demain. Et donc, il faut craindre, on peut craindre que dans 10-15 ans, ils seront beaucoup plus critiques d'Israël que les dirigeants américains actuels ou depuis les années 60. Je vous propose de passer maintenant au dossier ukrainien. Laurence, où en est le soutien américain ? Alors le soutien de l'administration Biden est toujours clair, très affirmé. Ils ont réussi à faire voter l'aide militaire par le Congrès, donc ça c'était une grande avancée. Les éléments de langage sont toujours très fermes. Oui, cette aide qu'on attendait depuis longtemps et qui a été la bienvenue pour Kiev. Dans le même temps, sur le terrain, on a de nombreux rapports d'une situation très très difficile. Est-ce que les États-Unis s'attendent ou se préparent à une défaite ukrainienne ? Il est certain que le Pentagone et les agences de renseignement réfléchissent à cette hypothèse. L'administration Biden va très certainement rester sur sa position de soutien indéfectible jusqu'à l'élection, parce que changer d'avis serait trop difficile à expliquer politiquement. Après, on verra. Si Joe Biden est réélu et que la situation en Ukraine est toujours très mauvaise, eh bien, peut-être qu'on commencera à voir un changement à ce moment-là, que les Américains envisageront d'aider les Ukrainiens à négocier une sortie de crise. La question plus immédiate ces jours-ci, c'est de savoir s'il faut autoriser l'emploi d'armes américaines ou européennes pour frapper le territoire russe dans la profondeur. Ce que Emmanuel Macron envisage d'autoriser aux Ukrainiens. Oui, pour ce qui est des armes françaises. Là, on a en réalité un nouvel épisode dans un phénomène qu'on voit depuis le début du conflit. Les Ukrainiens reprochent aux États-Unis et aux Occidentaux de leur donner toujours trop peu et trop tard. D'après eux, c'est pour ça que tout va mal sur le terrain, malgré une population ukrainienne qui veut se battre, mais qui commence à s'épuiser, on le voit désormais. À cela, les États-Unis répondent que le risque d'escalade avec la Russie, une escalade notamment nucléaire, est trop important et qu'il faut être prudent. Sur ce point, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le nombre de personnes qui m'ont rappelé qu'on a vu plusieurs fois la Chine, Xi Jinping lui-même, désapprouver les menaces d'usage du nucléaire exprimées par la Russie et notamment exprimées par Vladimir Poutine. Alors la Chine, justement, vous nous dites qu'elle serait une force d'apaisement pour ce qui est du risque nucléaire en Europe, mais dans le même temps, elle mène des exercices militaires assez menaçants autour de Taïwan. Ça s'est passé le 23 et 24 mai dernier. Est-ce qu'il faut voir ces exercices, ces manœuvres, comme un prélude à une invasion de Taïwan par Pékin ? Et si oui, quelle serait la réaction américaine ? Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il y a quelques années, on ne pouvait pas ouvrir un article sur les relations entre les États-Unis et la Chine sans qu'il ne commence par une phrase expliquant que la Chine allait dépasser les États-Unis incessamment en termes de puissance économique, en termes de PIB. Or, rien ne reste jamais stable dans ce bas monde, tout évolue en permanence et la Chine a changé. Son affaiblissement est manifeste depuis le Covid et depuis qu'elle a amorcé sa chute démographique. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit à Washington, c'est un nouveau consensus selon lequel la Chine ne va pas dépasser les États-Unis en termes économiques, d'autant plus que les États-Unis sont beaucoup plus agressifs dans la défense de leur commerce et de leur technologie. Aujourd'hui, l'administration Biden a sonné la fin du libre-échange, on le sait, et elle a mis en place, pour protéger ces technologies, une politique qui s'appelle Small Yard High Fence, un petit jardin avec des palissades très hautes. Le petit jardin, ça veut dire qu'il y a un petit nombre de technologies très très sensibles qui sont listées et qu'elles sont très très bien protégées avec ces palissades très hautes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pour répondre à votre question, sur les perspectives de Taïwan ? Eh bien, là aussi, il y a un changement de discours vraiment notable. Les Américains, aujourd'hui, assurent qu'une invasion militaire chinoise n'est plus aussi certaine qu'auparavant. La Chine apparaît comme prudente et peu encline à se lancer dans des aventures militaires. Mais comment expliquer ces exercices, ces manœuvres de la semaine dernière ? D'autant qu'on sait qu'elle consacre une bonne partie de ses moyens à construire une armée très puissante et qu'elle a développé une flotte incroyable. Oui, mais ce serait plutôt pour paraître forte et pour pouvoir négocier, obtenir plus de concessions de Taïwan que Pékin se livre à ces démonstrations. Aujourd'hui, on pense que la Chine ne reprendra pas Taïwan par la force, mais par d'autres moyens, par exemple un blocus ou par exemple un épuisement psychologique des opposants favorables à la démocratie sur l'île de Taïwan. Ce consensus dont vous parlez, ça m'évoque ce groupthink dont vous avez déjà parlé dans un épisode précédent.
Oui, le groupthink, c'est ce terme un petit peu péjoratif pour désigner le conformisme intellectuel et en effet, on a l'impression qu'on a juste changé de consensus sur la Chine et sur Taïwan, mais qu'il y a toujours, l'essentiel des gens qui pensent la même chose. Mais je suis contente que vous me parliez de groupthink parce que j'ai appris un nouveau terme ces derniers jours, un terme positif cette fois-ci, c'est le hive mind, l'esprit de ruche. C'est une métaphore qui est inspirée du règne animal. Les abeilles n'ont pas d'intelligence à titre individuel, mais lorsqu'elles sont en groupe, en essaim, elles savent prendre les bonnes décisions et elles savent les exécuter correctement. Le hive mind, c'est un autre terme pour désigner de manière positive l'intelligence collective. Alors évidemment, l'intelligence collective, ça marche pas à tous les coups. On l'a vu lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003. Merci Laurence pour cet éclairage sur ce qui se passe et ce qui se pense actuellement à Washington. On se retrouve la semaine prochaine à Paris pour un nouvel épisode de New Deal. Merci et à la semaine prochaine. Merci Christophe, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.